En octobre 2025, dans le désert de Tindiban, un basculement inattendu fissure le récit fataliste qui collait au Sahel depuis des décennies. En 48 heures, l'Alliance des États du Sahel affirme une autonomie opérationnelle rare. 7 zones terroristes neutralisées, des frappes coordonnées par des capacités de renseignement locales, sans conseillers étrangers, avec un maillage numérique reliant Bamako et Ouagadougou. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce qu'Ibrahim Traoré, présenté comme le cœur battant de cette doctrine, recompose les règles du jeu sécuritaire et symbolique. Voici l'amorce d'un choc de souveraineté que beaucoup n'avaient pas vu venir. Ce qui s'est produit à Tindiban ne fut pas un simple succès militaire. C'était une expérience mesurable d'indépendance. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'est engagé à démontrer qu'une coalition africaine pouvait fonctionner sans médiation occidentale. Le bénéfice était double. Réduire en 48 heures une menace active et prouver que la coordination numérique issue d'ingénieurs sahéliens pouvait remplacer les structures importées. Les risques, eux, étaient énormes. Sanctions économiques, isolement diplomatique, déstabilisation intérieure. Mais la décision fut prise d'assumer cette rupture comme une preuve de maturité stratégique. La promesse implicite était claire. Si le Sahel réussit à se défendre, il pourra aussi se reconstruire sur ses propres modèles. Ce pari pose une question de fond. Que vaut la liberté lorsqu'elle n'est plus garantie par d'autres? À Tindiban, la réponse se chiffre en heures, en zones reprises et en visées par un langage que le continent n'avait pas entendu depuis longtemps. En 48 heures seulement, 7 zones terroristes ont cessé d'exister dans le nord du Sahel. C'est le premier indicateur concret d'une dynamique régionale nouvelle. La victoire de Tindiban, coordonnée par le général Ibrahim Traoré, a redéfini les paramètres d'efficacité militaire sur un théâtre longtemps considéré ingérable. Cette opération éclair ne fut pas improvisée. Elle résulte d'une accumulation silencieuse de données, d'alliances techniques et d'un changement de doctrine que peu d'observateurs avaient anticipé. Depuis 2023, les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger échangeaient leurs flux de renseignements via un réseau chiffré conçu localement. Ces canaux permettaient d'identifier les mouvements ennemis, de calibrer les frappes et d'éviter la dépendance envers les satellites étrangers. Le contexte était pourtant désespérant. Pendant des décennies, le Sahel a été décrit comme un cimetière de promesses. Les interventions extérieures se succédaient, laissant derrière elles des statistiques sans espoir. Des milliers de villages abandonnés, des centaines de milliers de déplacés, des millions de dollars d'aide absorbés par la bureaucratie. À chaque cycle d'intervention, la fracture s'élargissait entre les promesses de stabilité et la réalité du terrain. Puis vint le moment où l'attente devint insoutenable. Les signaux interceptés en octobre 2025 révélaient une offensive imminente du groupe Janim, affilié à Al-Qaïda. Plutôt que de subir encore, la nouvelle alliance des États du Sahel choisit de frapper la première, définissant elle-même le champ de bataille. La décision porta la signature d'Ibrahim Traoré. Nous ne réagirons pas, nous définirons. Ce renversement de logique, d'une portée symbolique autant que stratégique, a marqué le début d'une narration différente, celle d'une Afrique qui s'explique enfin par ses propres chiffres, sa propre intelligence et sa propre volonté. Au cœur de cette opération, une figure servait de fil conducteur, Ibrahim Traoré, officier devenu symbole d'une génération qui refuse la résignation. Ce n'est pas un stratège enfermé dans un bureau, mais un soldat qui parle la langue du sable et de la fatigue. Sa posture a donné au mouvement une cohérence morale. L'idée qu'une victoire africaine, pour être durable, doit d'abord être intériorisée par ceux qui la mènent. Dans les zones frontalières du Burkina Faso, les témoins racontent les premières heures après la frappe. Un silence de stupeur, puis des chants,
puis le grondement des camions militaires revenant vers les villages. Pour la population, cette absence d'intermédiaire, pas de drapeau étranger, pas de conseiller visible, changeait tout. L'armée n'était plus un corps séparé. Elle redevenait l'extension d'une communauté qui se défend elle-même. Les ingénieurs sahéliens, eux, célébraient une autre forme de victoire. Le système de coordination numérique qu'ils avaient conçu, longtemps ignoré, avait résisté à la pression du feu réel. Ce soir-là, pour la première fois, un opérateur à Ouagadougou pouvait dialoguer en direct avec un pilote au Mali, sans relais extérieur. C'était technique, mais aussi intime. La preuve que l'autonomie n'est pas une abstraction, mais un protocole qui fonctionne. Ainsi, derrière la tactique, un message simple s'impose. L'Afrique n'attend plus qu'on lui prête sa voix. Elle l'a retrouvée. Tout commence dans la nuit glaciale du 11 octobre de 2025. Les températures tiennent sous zéro. Les dunes sont calmes. Et sur les écrans des centres de commandement à Bamako et Ouagadougou, des points lumineux apparaissent lentement. Motos, camions, signaux radio. Le général Ibrahim Traoré valide alors la phrase qui résume toute la doctrine AES. Nous définirons le champ de bataille. À 04h12, les premières batteries SR5 du nord du Burkina Faso rugissent. Des salves oranges traversent le ciel, dessinant des arcs au-dessus du désert. Chaque missile est guidé par des coordonnées issues de drones africains. Pas de satellite étranger, pas d'ordre venu d'ailleurs. En moins de 3 minutes, le premier bastion de Djanim explose. Les témoins parleront de tonnerre sec. Pour eux, c'était le bruit d'un continent qui décide. La deuxième phase commence à Zirsi. Les dépôts logistiques ennemis sont détruits. Les convois sont piégés dans leurs propres lignes. La mobilité, ce mot-clé de la doctrine Traoré, se retourne contre ceux qui en dépendaient. À midi, la coalition AES avance sur 3 axes. Les troupes nigériennes bouclent le flanc est, tandis que les Burkinabés sécurisent les points d'eau et les routes de repli. Le ciel reste clair. La coordination se fait par micro-drones et relais radio conçus à Niamey. Tout se déroule selon le plan, presque avec une précision chirurgicale. Mais derrière l'efficacité technique, la dimension humaine reste palpable. Les soldats africains, souvent sous-équipés par le passé, avancent cette fois avec une confiance nouvelle. Leurs ordres ne viennent plus de conseillers étrangers, mais de leurs propres officiers. Ce renversement de chaîne de commandement est aussi psychologique. Chaque pas vers l'avant devient une affirmation d'existence. Le point culminant survient à 13h. Une dernière frappe aérienne malienne pulvérise un dépôt de munitions. La poussière se soulève, retombe, et le silence s'installe. En 48 heures, les 7 zones identifiées comme foyers terroristes sont neutralisées. Le bilan est stupéfiant. 0 perte majeure du côté AES, infrastructure ennemie détruite et capture de données stratégiques reliant les réseaux de contrebande jusqu'en Libye. Ces fichiers les deviendront, quelques semaines plus tard, la base d'opérations conjointes contre la criminalité transfrontalière. Dans les villages, la nouvelle circule comme un souffle. Les habitants sortent, brandissent des tissus usés, crient les noms de leur ville, enfin libérés. Les radios locales rediffusent de la déclaration du soir. Nous nous battons pour que nos enfants dorment. Cette phrase d'Ibrahim Traoré franchit les frontières plus vite que les missiles qu'il a commandés. Le lendemain, dans la capitale, des foules se rassemblent, pas pour célébrer la guerre, mais pour respirer une victoire rare, celle qui n'appartient à personne et à tout un peuple. Le Sahel, pour la première fois depuis longtemps, ne réagit plus à la peur. Il impose son rythme. Les chiffres de Tindiban parlent d'eux-mêmes. Avant l'offensive, selon les relevés consolidés de l'Alliance du Sahel, 7 zones étaient classées en rouge critique, couvrant près de 11 000 km² de terrain. Instable. 48 heures plus tard, 5 de ces zones sont reclassées, sous contrôle AES, soit une réduction opérationnelle de 71% du territoire, sous menace immédiate. Ce delta, inédit dans l'histoire militaire régionale, illustre la logique
Baseline, résultat, voulu par Ibrahim Traoré. Mesurer, agir, prouver. Un autre indicateur marquant concerne les pertes humaines. Lors des campagnes précédentes dirigées par des coalitions étrangères, le taux moyen de mortalité militaire atteignait 1,8% par engagement majeur. À Tindiban, ce taux est tombé à 0,2%, soit une division par 9. Ce résultat ne tient pas à un hasard, mais à un changement de méthode. Usage intensif de drones locaux, limitation des manœuvres au sol et planification sur matrice probabiliste élaborée à Ouagadougou. Chaque mouvement était validé à l'avance, simulé et corrélé aux trajectoires thermiques de la zone. Le commandement AES ne s'est pas contenté d'imiter des modèles extérieurs. Il les a simplifiés jusqu'à ce qu'ils deviennent praticables. Un dernier point clé touche les faits sur les civils. Entre le 12 et le 20 octobre 2025, plus de 6400 civils ont été recensés comme rentrés sur leur lieu d'origine. Ce chiffre, vérifié par les radios communautaires et les registres locaux, n'est pas seulement statistique. Il traduit un changement perceptible dans la confiance. Les routes rouvertes, les marchés réactivés, les écoles temporaires réinstallées dans des zones où aucun service n'avait fonctionné depuis 3 ans. Pour la première fois depuis une décennie, les indicateurs humanitaires bougent positivement sans intervention extérieure directe. Derrière ces nombres se cache une philosophie du résultat que Traoré résume par une formule simple. Nous voulons que les données soient africaines, pas seulement les soldats. Ainsi, chaque réussite est comptée, chaque erreur analysée, et chaque progrès sert de matrice à une doctrine plus large. L'objectif n'était pas seulement de vaincre Janim, mais de démontrer que la rigueur technique peut naître au sud du Sahara sans tutelle étrangère. Ce glissement, d'un récit d'assistance vers un récit d'autonomie mesurable, a bouleversé les cadres habituels d'évaluation. Les analystes étrangers, longtemps focalisés sur les aides financières ou les équipements, découvrent désormais un autre langage, celui des courbes de performance locales. En chiffres comme en symboles, Tindiban n'a pas simplement réduit des zones ennemies, elle a converti des pourcentages en fierté. Depuis la victoire, deux visions s'affrontent dans les cercles d'analyse. D'un côté, certains soutiennent que Tindiban représente la preuve éclatante de la maturité stratégique africaine. Pour eux, Ibrahim Traoré a incarné une doctrine nouvelle, intelligence locale, coordination sans tutelle, confiance horizontale entre armées voisines. Il cite les chiffres, 0 perte majeure, 71% du territoire reconquis, comme le signe qu'un paradigme vient de basculer. Selon eux, l'Afrique vient d'expérimenter ce que les autres continents appellent déjà la souveraineté opérationnelle. De l'autre côté, une vision plus prudente avance que cette victoire spectaculaire pourrait n'être qu'un épisode isolé. Les sceptiques rappellent que la coalition AES repose sur 3 États encore fragiles, soumis à des sanctions, et que la stabilité politique reste conditionnée à la cohésion interne. Ils redoutent que le modèle Tindiban, sans appui extérieur durable, s'essouffle face à la pression économique. Ils ajoutent que l'effet d'euphorie peut masquer la complexité de la reconstruction. Reprendre un désert en 2 jours n'est pas le même défi que gouverner une région pendant 10 ans. Mais la réponse de Traoré, relayée par ses homologues du Mali et du Niger, est empirique. Plutôt que de promettre, ils mesurent. Plutôt que d'expliquer, ils publient leurs données d'opération. Pour eux, la meilleure réfutation du doute est la continuité de résultats. Et de fait, les premiers audits internes de l'AES montrent une baisse de 35% des incidents armés dans les zones sous contrôle direct, 2 mois après Tindiban. Le débat reste ouvert, mais la méthode change. L'Afrique ne plaide plus son potentiel. Elle en démontre les métriques. Et si cette rigueur devait s'enraciner, alors le scepticisme, lui, deviendrait anachronique. Un vieil homme, dans un village du nord du Mali, a prononcé une phrase qui résonne encore. Le lion s'est souvenu de sa force.
Ces mots résument tout ce qui change. Ce n'est plus une opération militaire, c'est une mémoire réveillée. Ibrahim Traoré devient alors plus qu'un général. Il devient le miroir d'une génération qui découvre que la souveraineté peut se toucher. À ce stade, quelque chose bascule. Les capitales étrangères hésitent à commenter. Les chancelleries rappellent leurs ambassadeurs. Les programmes d'aide sont réévalués. En 48 heures, la géopolitique du Sahel vient de produire une onde de choc diplomatique. Le centre de gravité de la région se déplace vers l'intérieur, vers ceux qui décident enfin pour eux-mêmes. Dans les rues de Ouagadougou, les tambours remplacent que les sirènes. Dans les académies militaires, les jeunes officiers répètent 3 mots devenus doctrine. Intelligence, mobilité, unité. Et dans la conscience collective, un constat se grave. L'Afrique n'a jamais été faible, seulement sous-estimée. Après Tandiban, rien ne peut redevenir comme avant. Les effets de cette victoire se lisent à plusieurs échelles, chacune révélant une couche différente du bouleversement initié sous Ibrahim Traoré. À Ouagadougou, la victoire a transformé le rapport entre l'État et son armée. Une semaine nationale du souvenir a été décrétée, non pour célébrer la guerre, mais pour honorer l'autonomie. Dans les casernes, la doctrine intelligence, mobilité, unité est désormais enseignée comme un corpus national. Des ingénieurs militaires testent des prototypes de drones locaux inspirés du modèle Tindiban, tandis que les écoles civiles adaptent leurs programmes à l'étude de la stratégie régionale. Cette institutionnalisation du succès fait d'Ibrahim Traoré non un héros isolé, mais un point de méthode. Sur le plan économique, la réouverture de 7 routes commerciales a permis aux flux logistiques de reprendre. Les marchés de Dori et d'Arbinda ont vu le prix du grain chuter de près de 28% en un mois. Des camions reprennent les axes vers le Niger et le Mali, transportant vivres et médicaments. Le corridor jadis contrôlé par Janim devient un axe d'échanges légaux. La sécurité, mesurée par la densité de trafic, a doublé selon les relevés de douane. Ce n'est pas la richesse qui change, mais la circulation, le signe tangible d'une économie qui respire. Sur le plan social et symbolique, les réseaux sahéliens se sont couverts d'images virales. 3 soldats debout dans la poussière, légendés. L'Afrique se bat pour l'Afrique. Ce slogan est devenu un manifeste. Dans les villes, les jeunes renoncent à partir vers le nord. Ils s'engagent dans les corps de défense. Les femmes, souvent les plus marquées par la guerre, organisent des cercles de reconstruction locale. L'une d'elles, Mariam, a dit « Nos morts reposent enfin ». Cette phrase, répétée sur les ondes, a donné à la victoire un visage humain que Traoré lui-même cite désormais dans ses discours. Sur le plan régional et géopolitique, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé à Niamey la première charte commune de défense du Sahel, élaborée sans aucune chancellerie occidentale. Le message est clair. Le Sahel n'est plus un échiquier, c'est un joueur. Ce basculement inspirait d'autres pays. Au Ghana, des forums sur le modèle Tindiban. En Guinée, des discours de soutien. À travers l'Afrique, des peintures murales d'Ibrahim Traoré comme symbole d'estime de soi continentale. Ainsi, les conséquences dépassent la victoire tactique. Elles redéfinissent la souveraineté comme une compétence, pas comme un don. Dans une trajectoire prudente, l'Alliance des États du Sahel maintient sa cohésion militaire, tout en affrontant les contraintes économiques. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, poursuit la structuration du Conseil commun de sécurité basé à Niamey. Les armées continuent d'échanger renseignements et protocoles, mais les ressources financières deviennent la limite du modèle. La croissance de la production locale compense partiellement les sanctions, tandis que les partenaires régionaux, Ghana, Togo, Guinée, observent avant d'imiter. Ce scénario est stable, mais lent. Il consolide sans bouleverser. Dans un scénario optimiste, l'impact de Tindiban dépasse le cadre militaire. Les corridors commerciaux se rouvrent, les investisseurs africains misent sur des infrastructures transsahéliennes et les universités locales lancent
lance des programmes sur la doctrine, intelligence, mobilité, unité. Le retour de confiance attire les diasporas, ingénieurs, chercheurs, entrepreneurs. En un an, la dépendance aux importations baisse de 15%, tandis que les indices de sécurité rurale s'améliorent. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré devient une figure de transformation, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du Sahel. L'unité produit des dividendes tangibles, et la victoire militaire se convertit en capital civique. Mais un scénario pessimiste existe aussi. Sous pression internationale, des divisions internes peuvent réapparaître. Les désaccords budgétaires entre États membres, la persistance de poches armées et les campagnes de désinformation peuvent miner la cohésion de l'AES. Si la fatigue économique s'installe, certains dirigeants pourraient chercher de nouveaux soutiens extérieurs, réintroduisant la dépendance que Traoré voulait rompre. Dans cette hypothèse, les succès de Tindiban deviendraient symboliques, non structurels. La variable décisive, dans tous les cas, reste la même: la capacité à maintenir la confiance sans médiation étrangère. Car la liberté, mesurée en mois et en données, s'entretient plus qu'elle ne se décrète. Et la question demeure: si le Sahel peut se défendre, peut-il aussi s'administrer? Pour comprendre l'onde de Tindiban, il faut la regarder depuis les regards ordinaires. Dans les marchés de Ouagadougou, l'histoire d'Ibrahim Traoré se raconte entre deux étals, comme un conte de dignité retrouvée. Dans les universités de Dakar, elle devient une étude de cas sur la gouvernance endogène. Et dans les diasporas africaines d'Europe, elle réveille un sentiment longtemps enfoui, celui d'une fierté qui ne s'excuse plus. Trois groupes réagissent différemment. Les citoyens locaux, d'abord, voient dans cette victoire un changement concret: routes rouvertes, sécurité retrouvée, espoir mesurable. Les jeunes urbains et diasporiques, ensuite, perçoivent en Ibrahim Traoré une incarnation du possible, un leadership qui ne dépend pas de l'extérieur. Les #doctrine Tindiban et Afrique se défend traduisent cette appropriation émotionnelle. Enfin, les observateurs étrangers découvrent un paradoxe. Plus le Sahel agit seul, plus il devient lisible. Ce que beaucoup prenaient pour du chaos se révèle être une logique interne, structurée et rationnelle. Le message implicite dépasse les frontières. Le Sud global n'attend plus d'être expliqué. Il s'explique lui-même, avec ses propres données, ses propres récits. Et ce glissement, si discret soit-il, reconfigure la façon dont le monde lit la puissance. Pour ceux qui écoutent en chœur, la voix du Sahel ne demande pas d'applaudissements. Elle demande du respect. Après la bataille, l'enjeu n'est plus la victoire, mais sa gestion. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'Alliance des États du Sahel a défini une trajectoire en 5 étapes, où chaque acteur, armée, État, société, détient une part de responsabilité mesurable. D'abord, sécuriser, maintenir la stabilité des zones reprises, installer des patrouilles mixtes et déminer les routes. L'objectif est clair: 0 incident majeur sur 180 jours. La sécurité n'est plus une promesse, c'est un indicateur quotidien. Ensuite, réhabiliter, réouvrir les écoles, les dispensaires, les marchés. D'ici 6 mois, 70% des infrastructures prioritaires doivent fonctionner. Les financements proviennent des budgets internes et de partenariats régionaux, non d'aides extérieures. Puis, produire, relancer les corridors agricoles du Sahel, blé, mil, maïs. Les ingénieurs civils travaillent déjà sur des couloirs de reconstruction où logistique militaire et commerce civil se superposent. L'autosuffisance devient un levier de légitimité. En parallèle, connecter, étendre le réseau de renseignement AES à la gouvernance civile, une base de données pour la santé, l'éducation et les flux économiques. La logique de coordination militaire
devient un modèle de gestion publique. Enfin, mesurer. Tous les 3 mois, les données agrégées sont publiées. La transparence devient le nouveau langage du pouvoir. Cette feuille de route n'est pas spectaculaire, mais elle traduit l'essence du projet Traoré, transformer l'élan de guerre en discipline de paix. Et si la bataille de Tindiban a prouvé qu'on pouvait vaincre, cette méthode veut prouver qu'on peut durer. Sous le même soleil qui avait vu partir les colonnes de Tindiban, une femme lève encore les yeux vers l'horizon. C'est Mariam, celle dont la phrase simple « Nos morts reposent enfin » avait traversé les ondes et les frontières. Son image revient dans les discours d'Ibrahim Traoré, non comme symbole de deuil, mais comme point d'équilibre entre douleur et fierté. Le retour de la vie dans les villages du Sahel n'est pas spectaculaire. Il se mesure dans le bruit des marchés, le rire des enfants, la poussière redevenue simple poussière. La victoire n'a pas changé le désert, elle a changé le regard de ceux qui l'habitent. Et dans ce silence revenu, une conviction demeure. L'Afrique n'a pas besoin d'être racontée pour exister. Elle se raconte elle-même, phrase après phrase, acte après acte. Acte, le lion s'est souvenu de sa force, et désormais, personne ne pourra lui faire oublier. Ce récit n'appelle pas à l'adhésion, mais à la lucidité. L'histoire du Sahel, portée par Ibrahim Traoré et ses pairs, n'est pas une épopée figée. C'est un mouvement en marche, une invitation à observer autrement la notion de puissance. Chaque spectateur, chaque auditeur détient une part de ce miroir. Ce qui s'est joué à Tindiban ne concerne pas seulement 3 nations africaines. Cela interroge la manière dont chacun de nous conçoit la dignité, la coopération et la mémoire. Peut-on encore parler d'indépendance si l'on continue à dépendre du regard des autres? Les tambours du Sahel ne réclament pas l'admiration, seulement l'écoute. Et si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas s'effacer dans le flux. Transmettez-la, discutez-la, questionnez-la. Parce qu'au fond, ce n'est pas la guerre que Tindiban a gagnée. C'est le droit pour un peuple de se raconter sans permission.